Bonjour Didier Georges, merci Bonjour. d'être sur RMC ce matin. Vous êtes proviseur dans un lycée professionnel à Paris et vous êtes membre du syndicat SNPDEN. On a appris hier qu'une élève d'un lycée professionnel à Toulouse a été la victime d'une agression au couteau par un autre élève. Le procureur évoque un geste motivé par une histoire d'amour qui aurait mal tourné, mais il précise aussi que l'élève qui a agressé avec le couteau s'était fait remarquer avant pour des problèmes psy, mais n'avait pas posé de problème de comportement en dehors d'une question d'absentéisme. Mais lorsqu'il est interrogé, ce jeune qui a été maîtrisé, et il faut bien préciser que l'agression n'a fait qu'une blessure superficielle, il a été maîtrisé notamment par les professeurs d'EPS qui étaient sur place et par les autres élèves du lycée. Mais le parquet évoque un possible désordre psychiatrique chez le suspect qui a dit aux enquêteurs qu'il entendait des voix. Et votre parti pris ce matin, Didier Georges, c'est de dire que vous avez très peu de moyens pour faire face à des élèves en situation psychiatrique difficile. On a des moyens de signaler les choses à divers degrés en fonction de la situation. Ça peut être un traitement un accompagnement qui se met en place même directement à l'intérieur du lycée par le biais de l'infirmière scolaire ou du médecin scolaire référent. Et puis, quand c'est plus important, on a la possibilité d'orienter les élèves vers des structures spécialisées. Je pense aux CMP particuliers, c'est les centres médico-psychologiques, qui sont là aussi pour accompagner les jeunes. Mais malheureusement, les places sont rares, les temps d'attente et les délais sont extrêmement longs. Et parfois, ça crée de l'abandon chez les personnes qui devraient recevoir des soins. Je ne sais pas si l'élève en particulier, l'individu dont on parle, était on aura les précisions concerné sans doute par dans les jours qui viennent, voilà. Mais c'était l'occasion aussi pour vous pour alerter. Quand vous dites par exemple, on a les infirmières scolaires qui peuvent normalement donner un signal, mais y en a-t-il suffisamment ? C'est-à-dire, avez-vous suffisamment d'infirmières ou d'infirmiers scolaires dans vos établissements pour pouvoir déceler ces troubles du comportement ? Alors, à l'échelle de toute l'éducation nationale aujourd'hui, de toute manière, il y a une pénurie de personnel à tous les niveaux. On manque de médecins scolaires, on manque d'infirmières scolaires, on manque d'assistantes sociales, on manque de ce qu'on appelle les psychologues de l'éducation nationale. Donc de toute manière, est-ce qu'on a les moyens ? Selon les lieux et les endroits, oui ou non. Mais en réalité, il y a quand même cette question aujourd'hui du vivier de recrutement qui est difficile à percevoir. C'est pas forcément une question budgétaire au niveau de l'État. C'est souvent aussi une question de vivier. Il n'y a pas forcément toujours des volontaires. Alors, je ne rentrerai pas dans un débat politique. Moi, je me contente de faire un peu de syndicalisme. Oui, je dis simplement, c'est aussi parce que les salaires ne sont pas assez attractifs. C'est aussi parce que... C'est la réalité des établissements. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais comprendre avec vous, Didier Georges, ce matin, c'est à la fois les difficultés que vous avez parfois à faire. Vous pouvez faire remonter l'information, mais elle arrive où, cette information ? C'est-à-dire que quand vous lancez ce qu'on appelle une information préoccupante, ça, je crois que c'est le nom... Oui, dans le jargon, on dit une IP. Voilà, une IP, on va dire information préoccupante pour nous. Elle arrive où et elle est prise au sérieux par qui ? Ou alors, est-ce qu'elle tombe dans un trou ? Non, elle remonte par un biais, un canal particulier. On fait remonter ça à un interlocuteur qu'on a dans chaque académie et qui, lui, va le redispatcher au parquet, par exemple, quand c'est une situation grave, donc parce que ça, les IP ne concernent pas que le médical. C'est très bien structuré. Encore une fois, les protocoles, les processus sont bien en place. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Il y a un suivi qui peut être très vite mis en place. En cas d'urgence absolue, j'ai déjà été confronté en tant que proviseur à des situations d'urgence absolue. Il peut y avoir un placement immédiat d'un jeune qui serait en situation de danger dans sa cellule familiale ou ailleurs. Maintenant, la suite de l'affaire, elle nous échappe un peu à partir de ce moment-là, parce que c'est des prises en charge qui sont faites. Parce que ça dépend aussi des places qui restent même dans les hôpitaux psychiatriques, tout simplement. Ça arrive très régulièrement. Mais oui. Didier Georges, quand vous dites « j'ai déjà été confronté à des urgences absolues », c'est quoi la vie comme vous d'un proviseur qui tout d'un coup est confronté à des situations ? C'est quel genre de situation ? Alors la vie d'un proviseur, la vie d'une conseillère principale d'éducation et la vie de toute une équipe éducative, c'est 12,5 millions d'enfants scolarisés chaque jour, et ça veut dire qu'on est confronté à toutes les situations, Comment vous absolument jugez, toutes. Quelles sont les situations auxquelles vous avez été confronté ? Est-ce que vous pouvez nous dire, sans trahir de secret, ou quel genre de situation est-ce que vous vous dites, tiens là, on passe en urgence absolue ? Des situations de maltraitance intrafamiliale, des situations de viol, excusez-moi, des situations de violence externe, des agressions dans la rue. Tout peut être... on est confronté à peu près à tout quotidiennement. Si vous prenez les 14 400 personnels de direction de l'éducation nationale et qu'on en écrivait un recueil, on pourrait à peu près faire le tour de toutes les situations désagréables et violentes. Il y a eu évidemment tous ces drames récents
de collégiens, de lycéens, ces attaques au couteau, ces attaques entre jeunes et parfois des jeunes très jeunes qui vont jusqu'à attaquer à mort d'autres jeunes. Est-ce que pour vous, avec le regard justement que vous portez et avec l'expérience que vous avez, vous considérez, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a une violence plus forte et plus jeune? Oui, je le crois. Alors, il faudrait le prouver statistiquement, mais dans le retour qu'on a de nos collègues avec un syndicat qui est très représentatif, c'est quelque chose qui nous revient assez régulièrement. C'est exacerbé, évidemment, on le sait maintenant, par les réseaux sociaux qui sont un amplificateur de problèmes et puis un déformateur de problèmes, si je peux me permettre cette expression. Et après, ça crée des conflits, des violences, des bagarres, des rixes, enfin tout un tas de choses que l'on ne maîtrise pas facilement si on n'a pas accès à ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une de nos grandes difficultés aujourd'hui, extrêmement difficiles à contrôler, maîtriser. Quand je dis extrêmement difficile, c'est pour ne pas dire Qu'est-ce que impossible. vous dites aux parents? C'est-à-dire ceux qui viennent dans votre bureau au lycée, mais ceux qui nous écoutent ce matin. Est-ce qu'ils peuvent malgré tout être confiants? Et est-ce qu'il y a des actes que eux-mêmes peuvent poser dans leur quotidien pour être plus vigilants sur leurs enfants? Oui, alors d'abord, rassurer les familles, parce qu'il faut l'être, parce que on est en train de parler, on est en train d'évoquer de quelques incidents, encore une fois, sur 12,5 millions d'élèves scolarisés quotidiennement aujourd'hui en France. Donc c'est statistiquement un taux d'incident qui est extrêmement faible, il faut quand même le dire aussi. Vos enfants ne sont pas en danger systématiquement quand ils vont à l'école. Et bien au contraire, ils sont plutôt en sécurité à l'école. C'est un endroit qui est plutôt protégé et plutôt bien C'est dans le protégé. plutôt, pardon de vous le dire. Oui, mais c'est une réalité statistique, hein. Bien Quand sûr, on a un bien incident sûr. sur 12,5 millions, c'est Est-ce qu'il très y a peu un d'incidents. acte? Là, ils sont en train de vous écouter sur le chemin de l'école. Est-ce qu'il y a un acte? Est-ce qu'il y a une chose qu'on peut faire? Oui, je dirais aux parents, et c'est facile à dire de mon point de vue, mais il faut absolument avoir un regard sur les réseaux sociaux et sur l'usage qu'on en fait aujourd'hui. D'abord parce Ne qu'ils pas ne sont lâcher pas toujours l'affaire. de bonne influence. Et puis, moi, je constate dans mon quotidien, et je crois qu'on est nombreux à le constater, un manque, sans doute un manque de contrôle des familles sur cette question. Parfois un manque d'outillage. Ils ne savent pas qu'on peut et mettre des contrôles parentaux sur les réseaux et sur les téléphones de leurs enfants. Et puis, parfois aussi, il faut le dire, un peu de négligence quand on laisse son enfant aller se coucher avec son téléphone ou quand on le laisse Donc le téléphone ne rentre pas dans la chambre le soir, quoi. les Voilà. écrans, en fait, tout simplement, les écrans, parce qu'une chambre, c'est fait pour dormir, et je crois qu'il faudrait revenir peut-être à ces fondamentaux, si vous me permettez. Merci Didier Georges d'être venu les rappeler ce matin. Vous êtes donc proviseur dans un lycée professionnel à Paris. Vous êtes membre du syndicat des proviseurs, le SNPDEN. Merci à vous.